Khawti khouatati, salam alaikum vidéo jdid. Aujourd'hui, faites la vidéo, on va parler quelle est la différence et la ressemblance entre la Russie et les États-Unis. Les USA حكايتها تبدا en 1776, quand son indépendance a été proclamée par Thomas Jefferson. Le tout premier président des USA, c'est le père de la révolution américaine, George Washington. L'histoire de la Russie, elle commence à Kiev, au 9e siècle. Des peuples slaves fondent leur état à Kiev. Cet état est nommé Russe de Kiev. En 988, Vladimir Ier de Kiev adopte le christianisme orthodoxe, venu de l'Empire byzantin. Puis au XIIIe siècle, les Moghols envahissent Kiev et la détruisent. Après la domination moghole, la ville de Moscou devient de plus en plus puissante. Puis au XVe siècle, le prince Ivan III libère la Russie de la domination moghole. Puis en 1547, son petit-fils, Ivan IV, surnommé Ivan le Terrible, devient le premier tsar de la Russie. Puis la dynastie Romanov va gouverner la Russie pendant 300 ans. Le tsar Pierre le Grand modernise la Russie et construit Saint-Pétersbourg. La tsarine Catherine II agrandit le territoire russe et la Russie devient le plus grand empire de la planète. Mais le pays reste pauvre et autoritaire. Entre 1800 et 1860, les États-Unis vont s'agrandir. Avec l'achat des territoires, elle va mener des conquêtes à l'ouest de l'Amérique. Elle va se retrouver en guerre avec le Mexique. Puis entre 1861 et 1865, il y a eu une guerre civile, nommée la guerre de sécession, entre le nord anti-esclavagiste et le sud pro-esclavagiste. Cette guerre a été remportée par le Nord, dirigé par Abraham Lincoln, un président anti-esclavagiste. Il a été assassiné par un sympathisant sudiste. Et surtout depuis très longtemps, Washington considère tout le continent américain comme sa base arrière. Et cela grâce à la doctrine Monroe. En 1898, il y a eu une guerre entre l'Espagne et les États-Unis, qui a été remportée par les USA. Et l'Espagne a perdu Cuba, Porto Rico et les Philippines. Puis au début du XXe siècle, les USA vont mener des protectorats dans chaque pays d'Amérique latine. À Cuba, à Guantanamo, ils ont mis une base navale et ils ont surtout contrôlé le canal du Panama. Et aux États-Unis, depuis très longtemps, il y a eu un conflit entre les Amérindiens et les colons européens. Les Amérindiens ont subi un nettoyage ethnique terrible. Les colons se sont même attaqués à la source principale d'alimentation des Amérindiens, les bisons. Les colons ont massacré des milliers de bisons pour affamer les Amérindiens. Et depuis très longtemps, les Noirs des États-Unis, qu'on appelle les Afro-Américains, ils sont victimes d'esclavage et ils sont asservis par les Euro-Américains. Et ils n'avaient même pas les mêmes droits de vie que les Blancs. Et grâce à la doctrine Monroe, les USA ont mené des guerres impérialistes en Amérique latine. Ils ont provoqué des ingérences et commis des crimes de guerre. Et ils ont aussi pillé les ressources. Et surtout, les USA ont mené des liens de dépendance avec de nombreux petits États latino-américains. La Russie, durant le 19e siècle, elle était en conflit avec les pays européens et aussi avec l'Empire ottoman, et surtout avec la Chine. En Chine, la Russie a participé dans la répression contre la révolte des boxeurs. Et surtout, le régime tsariste de Russie avait la doctrine du panslavisme, réunir les peuples slaves sous son autorité. Et entre 1904 et 1905, la Russie s'est retrouvée en guerre avec le Japon. Les deux puissances veulent contrôler la Mandchourie, qui est territoire chinois. Cette guerre a été remportée par le Japon. Durant la Première Guerre mondiale, la Russie et les États-Unis interviennent dans la guerre pour soutenir leurs alliés contre les forces de l'Axe. La Russie était pauvre et mal équipée, et le tsar Nicolas II, qui est le dernier tsar de la Russie, perd tout le soutien du peuple. Et en 1917, une révolution a éclaté, menée par Vladimir Lénine. Le tsar Nicolas II et tous les membres de sa famille sont assassinés. La Première Guerre mondiale se termine en 1918, avec la victoire des Alliés et la défaite de l'Axe. Et du début des années 20, l'Union soviétique est créée, un État communiste. Sous Vladimir Lénine, l'Union soviétique a appliqué la réforme agraire, et cela a commencé avec la collectivisation agricole. Et quand Lénine meurt en 1924, celui qui va le succéder, c'est Joseph Staline, de son vrai nom Youssef Dugashvili, un soviet d'origine géorgienne qui a participé dans la révolution bolchevique aux côtés de Lénine. Il a adopté le nom de Joseph Staline, qui veut dire l'homme d'acier, et sous son règne, l'Union soviétique va changer radicalement. Staline va gouverner d'une poignée de fer, par la terreur et la force. Il va appliquer des réformes pour transformer et moderniser l'Union soviétique. Il a lancé de grands projets industriels. Son but, c'est de faire de la Russie et de l'Union soviétique une puissance industrielle et militaire. Il fait construire sur place des chantiers, des gratte-ciel, des ponts, des chemins de fer et des centrales électriques. Et surtout, Staline va athéiser l'État en menant une campagne anti-religieuse. Il va détruire des églises, des mosquées et des synagogues. Il va éliminer les prêtres, les moines, les imams et les rabbins. Et là,
il va réaliser un communisme radical. Il fait construire un culte de la personnalité. Il devient le guide éclairé des communistes. Il veut fonder une société purement égalitaire, où tout est mis en commun. Et il va surtout se construire un véritable culte de la personnalité. Du début du XXe siècle, les États-Unis vont de plus en plus se moderniser, comme la Russie. Et aux États-Unis, il n'y a pas d'égalité entre les Noirs et les Blancs. Le régime de Washington est un régime ségrégationniste. Et la population blanche aux États-Unis va augmenter grâce à l'immigration clandestine des Européens. La croissance économique aux États-Unis va augmenter. Le capitalisme et la modernisation et le libéralisme sont les maîtres mots en Amérique. Et surtout, les États-Unis possèdent des plus grandes villes comme New York, Chicago et Los Angeles. En Union soviétique, après que Staline a multiplié les grands projets industriels, il a sacrifié la vie quotidienne en URSS. Sa politique se révèle décevante. La population augmente, mais elle vit dans la misère. La construction de logements ne suit pas. Des familles entières doivent emménager ensemble dans des appartements réquisitionnés et s'entasser dans des petits espaces. Le niveau de vie se détériore. Dans les années 30, l'Union soviétique bascule dans la pauvreté. Le rêve communiste est en train de se fissurer. Et Staline, lui, ne veut rien entendre. Pour lui, l'échec n'existe pas. Pour lui, si le système ne marche pas, c'est qu'on sabote sa politique. Il cherche des coupables parmi les responsables de l'économie. Et là, Staline lance des grandes purges contre des opposants politiques, mais aussi contre les responsables de l'économie et des membres du gouvernement. Les accusés ont été torturés. Ils ont été contraints d'avouer des crimes inexistants. Et là, ils ont tous été condamnés à mort. Puis là, Staline lance la collectivisation agricole. Et les paysans qui s'opposent à la collectivisation agricole, Staline a mené une répression brutale. Contre eux, il a envoyé les policiers et des troupes pour leur confisquer les récoltes, du blé et leurs céréales, y compris en Ukraine, et cela ne va rien laisser aux paysans, ce qui va provoquer des énormes famines. Et là, des milliers de paysans ukrainiens sont morts à cause de la famine. Ce massacre, on va l'appeler l'Holodomor. Cette famine a été voulue par Staline pour les punir de s'être opposés à sa politique de réforme agraire. Il interdit les paysans affamés de quitter leur village pour rejoindre les grandes villes. Staline va même organiser des déportations contre ses opposants. Ils sont envoyés dans le goulag, dans des camps de travail. Staline organise aussi des défilés militaires et aussi des spectacles pour célébrer la naissance de l'Union soviétique et sa prise de pouvoir. Des communistes venus du monde entier viennent le saluer. En 1939, la Deuxième Guerre mondiale éclate. L'Allemagne nazie envahit la Pologne et la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne. Et après ça, l'Allemagne a pu conquérir une grande partie de l'Europe. En 1940, la France est battue en 2 mois. Les États-Unis interviennent pour soutenir leurs alliés comme la France et l'Angleterre et sont en même temps en conflit avec le Japon après l'attaque de Pearl Harbor. Au début de la guerre, l'Union soviétique était neutre. Moscou a signé un pacte d'acier de non-agression avec Berlin et l'Union soviétique a fait équipe avec l'Allemagne nazie pour écraser la Pologne. Et là, Staline a déporté et massacré des milliers de Polonais. Mais après ça, l'Allemagne nazie va se retourner contre l'Union soviétique. Hitler attaque l'Union soviétique avec l'opération Barbarossa. Le RSS de Staline parvient à maintenir le front et à le stabiliser. Au sein de l'armée rouge, les déserteurs et les froussards et les panicards sont fusillés. Les paysans qui ont collaboré avec les envahisseurs nazis ont été massacrés par l'armée rouge pour trahison. Maintenant, les nazis changent de méthode. Ils envahissent Stalingrad. Leur but, c'est de conquérir ce point de passage vers le pétrole de la mer Caspienne. C'est comme ça que débute la bataille de Stalingrad. Après des jours et des semaines de combat, les soviets remportent la bataille de Stalingrad. Les soldats allemands mal informés, mal équipés et affamés se rendent. Puis là, l'Union soviétique rejoint les Alliés. Les États-Unis, de leur côté, ils ont remporté plusieurs batailles dans la guerre du Pacifique avec le Japon, comme la bataille de Midway. Et avec leurs alliés en Europe, ils ont lancé le débarquement de la Normandie. L'armée rouge et les Alliés repoussent les nazis jusqu'à la capitale de l'Allemagne, Berlin. En avril 1945, les orgues de Staline pilonnent la capitale allemande et les soldats de l'armée rouge commettent des crimes de guerre contre les Allemands. Et là, encerclés, le 8 mai 1945, l'Allemagne finit par capituler. Et en août 1945, les États-Unis bombardent le Japon à Hiroshima et Nagasaki. Et en septembre 1945, le Japon finit par capituler. Et c'est comme ça que la Deuxième Guerre mondiale se termine. Les Alliés célèbrent leur victoire contre l'Axe. Harry Truman accède à la Maison Blanche. Et
Et là, les États-Unis vont se retrouver en conflit avec l'URSS. Un conflit qu'on va appeler la guerre froide. Elle a débuté en 1947. Le monde se divise entre l'Ouest capitaliste dirigé par les États-Unis et par l'OTAN et l'Est dirigé par l'Union soviétique avec le pacte de Varsovie. Les USA sont capitalistes et l'Union soviétique sont communistes. La Corée va être le point chaud de la guerre froide. Ce pays est divisé entre le nord communiste, allié de l'URSS, et le sud capitaliste, allié des États-Unis. Et en 1950, la Corée du Nord envahit la Corée du Sud. C'est le début de la guerre de Corée. Les États-Unis ont formé une coalition internationale pour repousser l'invasion de la Corée du Nord. Et la Corée du Nord était soutenue par la Chine, qui vient de basculer dans le communisme dirigé par Mao Tse-tung, et l'Union soviétique. Cette guerre va se terminer en 1953 avec un armistice signé par les deux camps. Et au final, aucun camp ne sort vainqueur. On revient aux frontières du 38e parallèle. Et en 1953, Staline meurt, et celui qui va le succéder, c'est Nikita Khrouchtchev. Et sous son règne, l'Union soviétique va changer radicalement. Le stalinisme va être retiré, et Khrouchtchev va condamner les crimes de Staline et va libérer des centaines de prisonniers. L'Union soviétique va soutenir des mouvements de libération en Afrique, en Asie et aussi en Amérique latine. Puis après ça, il va y avoir le Vietnam qui va être le point chaud entre l'Est et l'Ouest. Après que le Vietnam s'est libéré de la tutelle coloniale française, il s'est coupé en deux, entre le nord, la République populaire du Vietnam, et le sud, la République du Vietnam. Qui m'a la Corée, le nord est soutenu par l'Union soviétique et le sud par les États-Unis. Du début des années 60, après l'incident dans le Tonkin, les États-Unis sont intervenus militairement pour soutenir le Sud. Les États-Unis, le gouvernement du Sud-Vietnam, affrontent un mouvement communiste connu sur le nom de Viet Cong. Ce mouvement de résistance est soutenu par l'Union soviétique qui envoie des armes et des conseillers militaires et de l'argent. En Amérique latine, les États-Unis ont perdu leur pion à Cuba, qui est Fulgencio Batista, un dictateur qu'ils ont soutenu. Il a été renversé par une guérilla révolutionnaire en 1959, dirigée par Fidel Castro. Cuba, sous Castro, s'est rapproché de l'Union soviétique. Les USA ont tenté des centaines de fois à renverser Castro, mais sans succès. Par exemple, en 1961, ils ont entraîné et armé des exilés cubains sur leur territoire et les ont envoyés pour renverser le gouvernement de Castro, avec l'opération du débarquement de la baie des Cochons. Et ça a tourné au fiasco. L'armée de Castro a repoussé l'invasion et la population cubaine n'a pas soutenu les insurgés. Plusieurs assaillants ont été tués et emprisonnés. Castro a mis en place à Cuba des missiles nucléaires fournis par l'Union soviétique. Depuis très longtemps, les États-Unis ont envoyé leurs missiles nucléaires en Europe mais aussi en Turquie, qui pointaient tous vers l'URSS. Les États-Unis mettent l'île de Cuba sous blocus. Ils lui imposent un embargo commercial pour l'asphyxie. En 1961, il y a eu la crise de Berlin et l'Union soviétique a fait construire un énorme mur à Berlin. Et en 1962, il y a eu la crise des euromissiles à Cuba. Le monde a presque failli tourner dans la guerre nucléaire. Le président Kennedy et le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev se confrontent. Et après des jours de confrontation, il y a eu la période de détente. Washington et Moscou ont signé un accord. Washington promet de ne pas attaquer Cuba. En échange, elle retire ses missiles en Turquie. Et là, l'Union soviétique retire ses missiles à Cuba. Les États-Unis qui craignent que la révolution cubaine risque de contaminer d'autres pays d'Amérique latine, surtout que Che Guevara veut exporter la révolution dans le continent, va justifier la mise en place des régimes autoritaires en Amérique latine. Les États-Unis ont financé des coups d'État en Amérique du Sud. Du début de la guerre froide, les États-Unis ont conclu un pacte interaméricain qu'on appelle le pacte de Rio. Il est signé en cas d'attaque sur un pays américain et considérée à une attaque sur tous les États américains. Et dans ce pacte, l'URSS est visée. Elle est considérée de peur rouge. Cela a mené à la doctrine de la sécurité nationale qui justifie un coup d'État en Amérique latine contre un gouvernement jugé trop marxiste et trop communiste. En Amérique du Sud, les États-Unis ont imposé plusieurs dictatures. Ces dictatures ont mené une alliance et ils ont lancé l'opération Condor pour empêcher l'influence communiste de se propager en Amérique du Sud. Les États-Unis ont soutenu cette opération en envoyant des informations nécessaires aux dictatures. Dans les années 60 et au début des années 70, il y a eu des manifestations, des rassemblements contre la guerre du Vietnam. Et il y a aussi les Afro-Américains qui sont les plus hostiles à cette guerre. Et à l'intérieur des États-Unis, il y a le mouvement du Black Panther Party. C'est un mouvement afro-américain qui lutte contre la ségrégation raciale. Pendant la guerre du Vietnam, les États-Unis ont mené des frappes aériennes énormes. Et ils ont aussi utilisé des armes chimiques, comme le napalm, le phosphore blanc et l'agent orange. Cette guerre, elle va se terminer avec
avec le retrait des troupes américaines en 1973 et l'unification du Vietnam sous la République populaire du Vietnam en 1975. Puis après ça, il va y avoir l'Angola. Après qu'il s'est libéré de la tutelle coloniale portugaise en 1975, il a basculé dans la guerre civile entre le MPLA, un mouvement communiste dirigé par Agostinho Neto, soutenu par l'Union soviétique et Cuba, et l'UNITA, dirigé par Jonas Savimbi, soutenu par les États-Unis et l'Afrique du Sud sous l'apartheid. L'Angola va être à son tour un point chaud dans la guerre froide. Puis après ça, il va y avoir l'Afghanistan. Cela commence en 1978, depuis que les communistes afghans ont pris le pouvoir à Kaboul. Ils ont mis un système communiste radical qui athéise l'État. Les islamistes en Afghanistan, ils ont pris les armes, et du début d'année 1979, le pays bascule dans la guerre civile. Et là, l'Union soviétique craint que la révolution islamique en Afghanistan, comme ce qui vient de se passer en Iran, puisse contaminer les régions musulmanes et chrétiennes d'URSS. Moscou décide d'intervenir militairement. Et là, l'armée rouge envahit l'Afghanistan. C'est le début de la guerre d'Afghanistan. Et à son tour, l'Afghanistan va être le point chaud dans la guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis. Déjà en 1963, l'ancien président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, a été assassiné à Dallas par un ancien militaire américain pro-castriste. Et celui qui l'a succédé, c'est Lyndon B. Johnson. Puis il y a Richard Nixon, qui est le plus radical. Puis après, il y a Jimmy Carter, qui est partisan du dialogue. Puis après lui, il est venu un homme plus radical que lui. C'est Ronald Reagan, avec son slogan « America is back ». Dans la guerre froide, Reagan va renforcer la puissance des États-Unis. Et en Union soviétique, celui qui a succédé à Nikita Khrouchtchev, c'est Leonid Brejnev. Et celui qui va lui succéder à sa mort en 1982, c'est Mikhail Gorbatchev. Et dans le conflit israélo-palestinien, les États-Unis défendent Israël et l'Union soviétique défend la Palestine et les pays arabes. Et dans la guerre entre l'Iran et l'Irak, l'Union soviétique et les États-Unis ont soutenu l'Irak. Les États-Unis soutiennent aussi les Moudjahidines afghans qui luttent contre l'invasion soviétique. La CIA, les services secrets américains, jouent un rôle important dans la guerre d'Afghanistan et aussi dans la guerre froide. Et dans la guerre Iran-Irak, les États-Unis mènent un double jeu pour obtenir la libération d'otages américains retenus par le Hezbollah, allié de l'Iran au Liban. Les États-Unis ont secrètement organisé des ventes d'armes à l'Iran. Une partie du bénéfice a été détournée et cela a servi aux États-Unis de financer la guérilla des Contras en Nicaragua, un groupe paramilitaire opposé au gouvernement socialiste en place, que Reagan considère comme communiste. Cette affaire Iran-Contras a été révélée en 1986. Cette affaire est en violation de la loi qui interdit de soutenir l'Iran et les Contras. Plusieurs collaborateurs de la Maison-Blanche démissionnent. Certains sont jugés et condamnés. Ronald Reagan finit par reconnaître une erreur d'avoir organisé une vente d'armes contre otages. Sa présidence sort durablement affaiblie après cette affaire. En Afghanistan, l'armée rouge est dans un bourbier. L'Union soviétique est en train de vivre son Vietnam. L'économie de l'Union soviétique est en faillite. Le président Gorbatchev tente d'organiser une perestroïka. Il libéralise la presse. Il annonce à la télévision que l'Union soviétique est en train de perdre la course économique avec les États-Unis et n'a pas d'autre choix que de tendre la main à Ronald Reagan. Et cela lui contraint un retrait général des troupes soviétiques en Afghanistan. En 1989, l'armée rouge se retire d'Afghanistan. L'Union soviétique est en crise économique et une pénurie s'est installée dans le pays. Et en 1991, l'Union soviétique tombe. Toutes les républiques de l'Union soviétique déclarent leur autonomie, y compris la Russie. Et Boris Eltsine devient le nouveau président de Moscou. Mais dans les années 90, la Russie va vivre une crise économique et une corruption et une inflation. La Tchétchénie, dirigée par Djokhar Doudaïev, déclare son indépendance. Mais Moscou refuse son indépendance. Le gouvernement russe envoie l'armée pour neutraliser les indépendantistes tchétchènes en 1994. La guerre de Tchétchénie débute. Aux États-Unis, Bill Clinton accède à la Maison-Blanche. Son économie va se renforcer et durant la guerre du Golfe, les États-Unis ont mené une coalition internationale pour libérer le Koweït contre l'Irak de Saddam Hussein. En 1992, ils sont intervenus en Somalie pour neutraliser les chefs de guerre. Après cela, ils ont connu une défaite humiliante. Et en 1994, ils se sont retirés de la Somalie. Et dans la même année, la Russie sort durablement humiliée dans la guerre de Tchétchénie. En Tchétchénie, les groupes islamiques radicaux apparaissent. Vladimir Poutine devient premier ministre. Et là, en Russie, il y a eu des attentats menés par des séparatistes islamistes tchétchènes. Et là, Poutine a lancé des méthodes radicales pour lutter contre le terrorisme. Poursuivront les terroristes partout. À l'aéroport s'ils sont à l'aéroport. Et excusez-moi, s'ils sont aux toilettes, on
finir à les buter dans les chiottes. En 1999, la Russie lance l'invasion sur la Tchétchénie. C'est le début de la deuxième guerre de Tchétchénie. La Russie lance des bombardements massifs sur la Tchétchénie. Grozny est détruite. L'armée russe commet des crimes de guerre. Aux États-Unis, George Bush accède à la Maison Blanche. Et le 11 septembre 2001, des attentats aux avions piégés sont menés à Manhattan contre les deux tours jumelles qui se sont effondrées. Après cela, les États-Unis lancent une guerre totale contre le terrorisme. En 2001, ils lancent l'invasion sur l'Afghanistan après le refus des talibans de livrer Oussama Ben Laden, qui est le chef d'Al-Qaïda. Et en 2003, ils envahissent l'Irak et mettent fin au régime de Saddam Hussein, provoquant sa chute. Les raisons, ils disaient soi-disant que l'Irak de Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive. George Bush va rester au pouvoir jusqu'en 2009. Celui qui va le succéder, c'est Barack Obama. L'Amérique, jusqu'à aujourd'hui, elle va continuer à se moderniser, y compris la Russie. En 2016, celui qui va succéder à Barack Obama, c'est Donald Trump. Donald Trump est un Américain extrémiste et ultranationaliste et fervent chrétien. C'est un ancien militaire et milliardaire. Et c'est un ancien ami de Jeffrey Epstein, le délinquant sexuel milliardaire. Il a déclaré que Jérusalem c'est la capitale d'Israël et surtout il a tendu la main à la Corée du Nord dans le seul but d'éviter les hostilités. Mais les relations entre la Corée du Nord et les États-Unis restent très tendues. En 2021, celui qui va succéder à Donald Trump c'est Joe Biden. En Russie jusqu'à aujourd'hui, celui qui est au pouvoir au Kremlin c'est Vladimir Poutine. Et début 2022, il a lancé l'invasion sur l'Ukraine. Les hostilités entre l'Ukraine et la Russie sont très grandes. Surtout depuis 2014, quand la Russie a annexé la Crimée. La guerre en Ukraine, elle dure encore. On ne sait pas quand elle va se terminer. Washington apporte un soutien énorme à l'Ukraine, en envoyant des armes et du matériel, et aussi de l'argent. La Russie a envahi l'Ukraine parce qu'elle a voulu rejoindre l'OTAN, et la Russie s'est sentie menacée. C'est pour cela qu'elle a lancé une opération militaire sur l'Ukraine. Les États-Unis sous Joe Biden soutiennent aussi Israël et lui apportent un soutien important dans sa guerre contre le Hamas et les Palestiniens. Ils sont aussi complices des crimes de guerre que Israël commet contre les Palestiniens et aussi du génocide qu'elle provoque contre eux. Aux États-Unis, il y a beaucoup de manifestations pro-palestiniennes et des rassemblements qui demandent la fin de la guerre à Gaza. Toutes ces manifestations sont réprimées. Cela montre que Washington ne veut rien entendre et continue à être complice des crimes de guerre que Israël commet contre les Palestiniens. En début 2025, Donald Trump revient au pouvoir. Déjà lui, il a été victime d'une tentative d'assassinat par 2 fois qui ont été ratées. Et il y a aussi son nouveau ministre de la guerre, Pete Hegseth, un ancien soldat américain et surtout un ultranationaliste extrémiste et fervent défenseur d'Israël et chrétien pratiquant. Jusqu'à aujourd'hui, l'Amérique soutient Israël dans sa guerre contre l'Iran et la Russie soutient l'Iran avec la Chine. Les relations entre Moscou et Washington sont très tendues et les hostilités sont très grandes. Déjà, Donald Trump menace d'annexer le Groenland. Il veut même intégrer le Canada parmi les États aux États-Unis et il veut surtout annexer le canal du Panama. Il a même lancé une opération au Venezuela et il a kidnappé le président Nicolás Maduro Moros. Et surtout, il maintient le blocus sur Cuba et menace de l'envahir. Et surtout, la Russie veut maintenir sa puissance face à l'ogre impérialiste des États-Unis. Les États-Unis et la Russie continuent à se moderniser et à se renforcer. Et leurs hostilités restent très grandes. Nous ne savons pas si le monde va tourner à la guerre chaude ou à une guerre froide. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir vue. On se retrouve la prochaine fois, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life. And we're